Et je vais appeler les différents intervenants à la table ronde. Alors la table ronde, c'est de l'interactivité. Vous aurez la parole, vous pourrez poser aussi vos questions. Benoît Dreux, directeur d'Efisol, directeur opérationnel de BIAPI, qui nous rejoint. Avec Jean-Marc Vallée, président de Geocarta, Lisa Gustafsson, qui nous rejoint aussi, ingénieur de recherche château Calon-Ségur, 3e grand cru classé Saint-Estèphe. Ensuite, Maxime Christin, Gilbert Grenier et Serge Escurin. Et puis, on appellera Alexandre Veil. Alors, je vais poser peut-être la première question à Maxime Christin. Alors, je rappelle le thème de la table ronde, c'est caractérisation des sols. Pourquoi ça va bouger dans les 5 ans? Alors, Maxime Christin, en 2017, hormis peut-être en viticulture, on a l'impression que tout le monde s'en fout un peu des sols, vrai ou faux? Il faut prendre un micro. Allez, on attaque. Bien, bonjour. Alors, tout le monde s'en fout. Peut-être qu'historiquement, c'est vrai que ça a été abordé dès l'introduction par Philippe Chéry, hein, le sol qui a longtemps été considéré comme un simple support de culture. Alors, en viticulture, il y a peut-être un intérêt un peu plus fort parce que le sol est une composante solide et prépondérante du terroir. Donc on a toujours communiqué peut-être sur le sol, mais sans forcément trop le connaître ou de manière très superficielle, hein. Moi, je donne souvent l'exemple en formation avec les viticulteurs. On prend une bouteille de vin à Bordeaux aujourd'hui, on regarde la contre-étiquette et on nous parle de magnifiques terroirs de graves et d'argilo-calcaires. Donc on a 2 sols en Gironde, les graves et les argilo-calcaires. Et quand on discute avec des viticulteurs, souvent on caractérise un sol par une texture de surface, quoi. Voilà, j'ai des sables, j'ai des argiles, et voilà, on s'arrête à peu près là. Donc je pense que maintenant il y a une prise de conscience depuis peut-être 5-15 ans qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a déjà la confrontation à des problèmes de vigueur, de rendement récurrents. Alors des viticulteurs ont des fois tendance à un peu essayer d'aller chercher des solutions, des intrants, parce qu'on sort d'une agriculture d'intrants, hein, un problème, un intrant. Donc on essaye les stimulants foliaires, des choses comme ça, et puis on se rend compte que ça ne marche pas, et puis petit à petit, un peu par défaut finalement, pas vraiment par intérêt dès le départ pour le sol, mais on se dit, bon, il y a peut-être finalement un problème sur le sol. Et puis ce qui permet justement de faire grandir cet intérêt, c'est peut-être aussi des politiques publiques, hein. Le dernier plan du gouvernement précédent, le projet agroécologique, a quand même apporté un peu de lumière sur cette composante sol. Plus récemment, on a en viticulture le plan national de dépérissement qui a fait un focus, enfin en tout cas il y a un axe prioritaire de recherche sur les sols, parce qu'on sent que c'est un peu le parent pauvre de la recherche. Et on le voit aussi dans les groupes, dans le cadre du plan éco-phyto qui a été prolongé, hein, il y a eu mise en place ce qu'on appelle des groupes, les fermes défis, des groupes de viticulteurs qui se mettent ensemble avec un animateur pour essayer de faire avancer leurs pratiques, les faire évoluer avec un objectif central de réduction des phytos. Et en fait, chaque groupe définit son projet qui présente le plus d'intérêt. Et au niveau national, toute culture, on se rend compte qu'il y a énormément de groupes qui s'orientent vers les problématiques de fertilité des sols, d'entretien des sols. Donc je pense qu'on a quand même une tendance vers un intérêt nouveau pour le sol. Alors ce que vous dites, c'est que vous rencontrez les agriculteurs qui font faire des cartes, mais qui n'en font rien. Ils les accrochent au mur, ces tableaux. Oui, exactement. Enfin, moi, avant d'être à la Chambre d'agriculture, j'ai travaillé ici à Bordeaux Sciences Agro dans l'unité cartagère. Donc, on faisait des cartographies de sols d'appellation. Et quand on recroise maintenant des viticulteurs, on leur demande est-ce que vous servez de la carte, des notices, de l'explication des sols. Et souvent, il y a la carte qui est affichée dans le chai, hein, qui sert de communication, d'image. Mais effectivement, il y a assez peu de valorisation. Alors, la question de la donnée qu'on valorise ou pas, elle s'applique pour les sols, mais on a de plus en plus de données, hein, que ce soit sur le végétal, du NDVI, des delta C13, on peut faire de plus en plus de données, on a la résistivité, on a des données climatiques. On a de plus en plus de données pour caractériser finalement l'agrosystème, hein. On nous demande maintenant de se projeter dans une démarche système, donc avec plusieurs composantes, hein, le climat, le relief, le sol, le végétal, les performances agronomiques, les performances économiques, on pourrait mettre environnementales. Donc on caractérise beaucoup de choses, et derrière, comment on met tout ça en musique, comment on relie les paramètres, et comment on arrive à de la préconisation opérationnelle pour le viticulteur dans son quotidien, hein, de nouvelles plantations, de gestion des sols, du très opérationnel. Donc ça, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Julien sur Tutiac, hein, c'est partir de données complexes et la difficulté d'arriver à de l'opérationnel derrière. Est-ce qu'il faut dégrader l'information? Comment est-ce qu'on la traite? Donc il y a l'acquisition d'une donnée,
Et après, il y a le traitement et la valorisation, sous quelle forme on va la transformer. Donc c'est tout le conseil qui est derrière. On dit, est-ce qu'on va passer de l'agriculture d'intrants à l'agriculture du conseil? C'est un petit peu ce qui se profile. Et donc voilà, une grosse réflexion sur la finalité pour le viticulteur, la finalité opérationnelle. Mais ça veut dire que le maillon faible, c'est le conseil. Tout à fait. Il faut le dire. Faut le dire. Ouais, non, mais je pense que y a une prise de conscience sur effectivement un déficit, parce que le sol est un milieu complexe. Donc voilà, moi j'ai une formation viticulture œnologie généraliste. C'est parce que je me suis spécialisé dans le sol que j'ai maintenant un niveau d'expertise qui me permet d'appréhender les choses de manière globale. Mais on se rend compte que voilà, dans les conseillers viticoles à échelle nationale, il y a un manque de compétences sur la partie agronomie, pédologie, une interprétation d'un milieu complexe. Et donc, il y a des efforts là-dessus. Nous, on a lancé justement dans ce cadre-là, dans le cadre du plan de dépérissement, on est en train de mettre en place des formations à destination des conseillers. Merci beaucoup, Maxime. Lisa, pourquoi avez-vous été embauchée à Château-Calon-Ségur, 3e Grand Cru, classé Saint-Estèphe? Racontez-nous. Un peu par hasard, on va dire. Moi, je suis issue de la formation agrotique, donc voilà, je pense que je sponsorise un petit peu. Je suis arrivée un peu par hasard au Château Calon-Ségur pour un stage de 3 mois, et puis en fait, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'ils avaient fait beaucoup de cartographie justement, d'acquisition de données durant les 3 années qui ont précédé mon arrivée, et en fait, ils n'arrivaient pas du tout à les valoriser. Et puis moi, par mon profil agrotique, en fait, je leur ai dit que éventuellement je pourrais peut-être via de l'analyse de données, je suis pas du tout experte en viticulture, mais apporter via mon profil nouvelles technologies, analyse statistique, peut-être essayer d'en tirer quelque chose pour les aider à valoriser ces données justement. Et vous l'avez fait? J'essaye au quotidien, c'est mon travail. Votre meilleur ami, c'est un GPS pédestre, pourquoi? Parce qu'on peut cartographier plein de choses avec un GPS. Ça a été un de mes premiers achats, un des premiers achats que j'ai demandé en arrivant sur la propriété. Un GPS qui m'a permis de faire à la fois du suivi de maladie, mais aussi de la cartographie de carence. Mais la manière dont j'utilise, en tout cas majoritairement, c'est justement réintégrer toutes les cartes qu'on a réussi à obtenir de par l'acquisition de données et de les valoriser pour des vendanges sélectives, pour l'utilisation peut-être un peu plus modulée d'intrants en fertilisation, etc. Moi, je suis au quotidien sur le terrain avec mon GPS. Alors, quelle est la prestation idéale que vous demandez justement à votre prestataire qui fournit donc des cartographies? Ça va être de la redite, mais c'est vrai que nous fournir des cartes sans explication derrière, c'est un petit peu simpliste. Il faudrait idéalement aller jusqu'au conseil. Enfin, c'est toujours le maillon faible. On y revient toujours. Avoir une cartographie d'un paramètre qui est pas valorisable, ça n'a aucun intérêt. On veut aller plus loin, on veut recouper toutes les cartes et en tirer un vrai itinéraire derrière à appliquer sur la parcelle pour tous les pieds de vigne. Pas simplement avoir une carte qu'on affiche dans le chai, justement. On veut pouvoir valoriser toutes ces données. Et donc, pour le prestataire, c'est aller un peu plus loin que simplement nous fournir un poster et peut-être nous aider dans le recoupement de toutes les données et tirer quelque chose derrière qui est applicable au vignoble. Jean-Marc Vallée, vous êtes président du Geocarta. Vous sentez aujourd'hui qu'il y a une véritable demande de plus en plus forte de cartographie? Oui, tout à fait. On fait plusieurs milliers d'hectares par an, par mois. On fait plus de 1000 hectares par mois en ce moment. La cartographie, oui, on va de plus en plus loin dans la cartographie, donc la cartographie de résistivité, mais aussi de repartir, faire des sondages. Nous, ce qu'on propose maintenant, c'est des cartes de réserve utile, donc à l'échelle de l'Europe, au sens large. Aujourd'hui, on est en France, aujourd'hui, on fait des cartes en France, en Allemagne et en Ukraine. Donc voilà, pour l'histoire, pour les gens qui sont ici, on fait 50 hectares de résistivité le matin pour se réchauffer, et puis 14 heures on traite les cartes, et l'après-midi on fait les sondages, et puis on ramène tout ça dans un laboratoire français pour être à peu près sûr de la qualité des résultats. Et derrière on développe de plus en plus des algorithmes qui tiennent compte des différentes profondeurs d'acquisition de l'ARP, du Z et d'autres. On industrialise aussi, puisqu'on reçoit des résultats de labo. Vous imaginez que ça fait beaucoup d'informations à croiser, aller le plus vite possible pour donner des cartes de zonage
réserves utiles, donc de potentiel. Votre client type, je sais pas, on parle en grande culture par exemple, votre client type c'est une grande exploitation? Alors nous, notre client type, c'est l'agriculteur et avec des partenaires pour la dimension, il y en a plusieurs ici, hein, pour la dimension accompagnement agronomique. Hein. Donc en grande culture, c'est peut-être un peu plus standard, c'est-à-dire ça va être des coopératives agricoles le plus souvent, donc Terrena, Accéréal, Limagrain, enfin d'autres encore, et puis des semenciers à l'échelle européenne. Voilà. Benoît Dreux, vous dites la cartographie c'est intéressant parce que le capteur capte des données, mais c'est aussi surtout un moyen de remettre en cause sa façon de cultiver. Oui, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé, et c'était très intéressant ce matin, de capteurs, donc que ce soit la conductivité, la résistivité. Au sein de Defisol, on a eu l'occasion d'en tester plusieurs, hein, puisqu'on a sur nos parcelles de référence, hein, je crois que je calculais, on a testé deux résistivimètres, 4 conductivimètres. Donc on essaye de suivre, et à ce titre ce matin c'était très intéressant. Par contre, le capteur qui me paraît essentiel reste l'œil humain. C'est pour ça que dans notre process, et ça a été dit ce matin, la phase la plus importante et celle sur laquelle j'insiste toujours reste la phase du profil. On ne vend pas de prestations sans profil. Pourquoi ? Parce que même si on pourrait, dans certains cas, et ça a été très bien dit, faire des extrapolations, etc., la phase où l'agriculteur va descendre dans sa fosse pédologique, c'est une phase essentielle pour l'appropriation de son plan d'action. Si on ne veut pas que sa carte reste justement affichée et ne soit pas exploitée, il faut vraiment que cette phase d'appropriation soit faite avec le conseiller et l'agriculteur. Parce qu'on s'aperçoit souvent que sur une carte, et j'ai eu l'occasion de le voir, où on a vraiment gagné, c'est quand l'agriculteur, a priori, et ça a été très bien dit tout à l'heure dans l'observatoire, pense connaître ses sols. Et la plupart des agriculteurs connaissent, surtout ceux qui labourent, hein, encore, ont une connaissance assez fine des 30 premiers centimètres. Hein, ils regardent quand même derrière ce qui se passe. Par contre, souvent, ils sous-estiment le potentiel en dessous. Et donc, quand on a fait un profil et qu'on fait discuter l'agriculteur, on dit c'était vraiment ce que tu pensais là, de ta carte, ton résultat, c'est... Et qui dit non, je pensais quand même, je sous-estimais mon potentiel, ou je le surestimais, et ça arrive, mais c'est plutôt dans le sens inverse, parce il y a donc d'autres facteurs limitants. On a parlé tout à l'heure, c'était très bien expliqué sur les phénomènes de croûte, de battance. Donc ça amène l'agriculteur à se reposer des questions. Et en dehors de la technologie, et même si toutes les perspectives qu'on a pu voir ce matin sont très intéressantes, moi ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que la discussion autour du profil est l'élément clé. Une question peut-être un peu naïve, mais vous pouvez y répondre, vous avez du recul. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le calibrage des données est fiable ? Alors, on va dire aujourd'hui, alors il y a le calibrage des capteurs, hein, et ça a été encore mieux expliqué que je pourrais l'expliquer ce matin, sauf qu'effectivement, il faut souvent, on a tendance à... Alors il y a deux choses, il y a le calibrage des capteurs, hein, de conductivité, de résistivité, et ça, je pense que la plupart des vrais professionnels savent le faire, sauf qu'on s'aperçoit que beaucoup aujourd'hui vont prendre la donnée comme valeur absolue, et on sait tous que c'est, enfin ceux qui ont vraiment pratiqué, nous là sur les 80 000 hectares qu'on a pu faire, c'est sûr que si on avait vraiment basé que sur la valeur du capteur, on aurait sans doute fait beaucoup d'erreurs. Donc il y a à la fois ce problème de calibrage de capteur, mais aussi maintenant, et ce qui est d'autant plus vrai sur la partie calibrage et de référence, et c'est de trouver des références locales. Et ça, on y reviendra peut-être, mais c'est d'autant plus vrai quand on va aborder le zonage de la partie chimique, qui est encore une autre phase, hein, voilà, qu'il ne faut surtout pas mélanger. Et là,
Là, quand ce matin, et ça, c'était pareil intéressant, et ce qui me confortait dans l'analyse qu'on avait fait jusqu'à présent, c'est que tant qu'au niveau spectro, on n'arrive pas à mesurer tous les éléments, hein, dont le phosphore, nous, en termes de process, ça ne nous apporte pas grand-chose, quoi, parce que ça nécessite un déplacement, ça nécessite, etc. Donc, voilà, il faut que... Et parce que en parallèlement à ça, il va falloir qu'on ait des références locales pour tous ces paramètres-là. On va refaire l'expérience pour ceux qui ont un peu quelques années. Entre passage du P2O5 Jaurès-Hébert au P2O5 Olsen, ça a nécessité au niveau du conseil de la réadaptation. C'est faisable, ça nous a permis d'avancer, etc. Mais il ne faudra pas le sous-estimer. Alors vous avez dit surtout qu'il ne fallait pas mélanger, ça veut dire qu'il y a un risque d'amalgame, de cartographie, de zone chimique, de zonage chimique et physique? Oui, effectivement. Quand on peut voir dans certains cas qu'on part du zonage physique, donc par la conductivité, et on en déduit le zonage de fertilité, des teneurs chimiques, on a pu, nous, démontrer assez facilement qu'il y avait beaucoup d'autres paramètres et qu'on ne pouvait surtout pas se satisfaire du zonage physique pour déterminer du zonage chimique. Donc, pareil, et ça a été très bien dit ce matin, mais je me permets de le répéter, faut savoir quel élément on recherche et quel élément on veut investiguer et ne pas vouloir tout mélanger. Et c'est le risque, nous, effectivement, au niveau de la recherche, ça peut paraître aberrant ce que je dis ou complètement superflu, mais il y a un risque quand on passe à la phase commerciale, parce que nous, il faut qu'on ait quand même aussi, qu'on puisse proposer des prestations qui soient acceptables en termes de coûts et qui aient un prix de revient et un retour sur investissement pour l'agriculteur, de faire des raccourcis qui, de ce fait, vont amener à des erreurs fondamentales et qui vont discréditer les démarches d'agriculture de précision. Aujourd'hui, ça se développe et j'en suis le premier heureux, mais il ne faut surtout pas qu'on discrédite ce type de démarche. Alors c'est une table ronde, hein, c'est-à-dire que vous me faites un signe, on vous passe le micro. S'il n'y a pas de réaction, je demande à Serge Escurin. Vous êtes fondateur de Coryse. Comment vous en êtes arrivé, vous, dans votre entreprise qui avait une gamme de services, à proposer justement une offre de cartographie des sols? Alors effectivement, donc Coryse est surtout connu depuis 2007 pour une gamme effectivement de services, d'équipements et d'aide à la décision pour l'agriculture de précision et particulièrement donc pour l'aide au pilotage d'irrigation. Donc pour le pilotage d'irrigation, on distribue des sondes capacity à profil. Et la question qui se pose souvent, quel que soit l'endroit, je dirais, en France, à l'étranger, peu importe, je dirais l'agriculteur, l'utilisateur nous dit, bon, de toute façon, moi j'ai des sondes, j'ai des sols hétérogènes, j'ai des parcelles hétérogènes. Donc, est-ce que vous pouvez me dire combien il m'en faut, combien il me faut de sondes pour piloter mon irrigation et où les placer? Donc, de deux choses l'une, soit on est capable de travailler avec lui sur la connaissance qu'il a de ses parcelles, soit effectivement on part sur la cartographie de sol. Donc, nous, on a fait l'effort il y a 3 ans de partir sur de la cartographie de sol. Donc, on avait fait un sourcing à l'étranger, on a pas mal circulé, on a comparé différents équipements. Et quitte à rentrer sur ce marché-là aussi, parce que du coup c'était l'opportunité de faire une pierre de coups, on est rentré par le haut avec un outil qui permet de cartographier sur 4 horizons. Voilà, 0,25, 50, 80, 160. Donc ce qui permet aujourd'hui clairement de positionner, d'aider au positionnement des zones. Alors ce qu'a dit Eric Faure tout à l'heure est très juste sur le positionnement par rapport à la culture, effectivement par rapport au pied. Mais effectivement l'endroit, le choix où positionner une sonde dans la parcelle, dans son ensemble, c'est fondamental, parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir des sondes extrêmement précises, mais elle ne rendra compte de là où elle est. Et donc, il faut la placer dans des endroits le plus représentatifs possible. Donc, partant de là, toutes choses égales par ailleurs, compte tenu effectivement du système de culture, d'irrigation, différents paramètres, et la cartographie de sol. Avec la cartographie de sol, on amène une couche supplémentaire d'information qui nous permet de donner une information précise, une préconisation pour placer de façon la plus pertinente possible les zones pour les agriculteurs. Petit clin d'œil, vous êtes déçus, enfin certains agriculteurs sont déçus que vous ne fassiez pas la cartographie par drone. Racontez-moi un peu ça. Alors effectivement, quand on parle de cartographie de sol, quand on propose ce service-là, en général, très fréquemment,
pas généraliser, mais quand même, on nous dit, mais par drone, donc vous arrivez par drone. Non, je suis désolé, non, ça ne se fait pas par drone. En fait, je pense que ça vient d'une confusion, très simplement. Alors c'est vrai que la cartographie de sol elle-même, c'est une techno, je pense que ça a été parlé, ça a été évoqué, qui est finalement assez peu connue, assez peu répandue du commun des mortels des agriculteurs, hein, au niveau agricole. Mais effectivement, il y a eu tellement, je dirais, de buzz et de communication autour des drones ces dernières années qu'on leur, je dirais, attribuerait toutes les vertus et surtout celles qu'ils ne peuvent pas. Et en l'occurrence, bon, ça a été redit précisément ce matin, en tous les cas, la cartographie de sol, alors c'est des données très intéressantes, très complémentaires, mais pour ce qui est du sol, il faut des outils adéquats, que ce soit en résistivité, en conductivité, mais il faut ce qu'il faut. Alors, il y a un nouvel acteur dans ce domaine, c'est effectivement Precifield. On va le contacter par téléphone, c'est déjà fait. On va être en contact avec Alexandre Veil. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez? On vous entend très bien, je ne sais pas si c'est réciproque. C'est réciproque, donc on vous salue ici. Formidable. Depuis Bordeaux, vous êtes sur Paris, vous, je crois, c'est ça? On est sur Paris, alors on est navré de ne pas pouvoir être là physiquement, on aurait été heureux d'être avec vous, mais du coup, merci de votre invitation et de cet échange téléphonique. Alors, une nouvelle start-up sur ce marché, qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors, on travaille sur les mêmes objectifs que tous nos confrères qui sont réunis autour de vous. La différence, c'est qu'on travaille avec les scanners d'une entreprise américaine qui s'appelle Veris. On a donc des gammes de scanners qui nous permettent de scanner aussi bien dans les marchés grande culture que vigne, que arboriculture. Et si vous voulez, le concept général, c'est de se dire qu'on utilise des scanners qui embarquent plusieurs types de capteurs. Alors aujourd'hui, on travaille avec 3 capteurs. Un capteur de conductivité qui a déjà été largement, je pense, technologie qui a été largement évoquée et présentée aujourd'hui. Ce capteur-là nous permet de produire des cartes de texture. On travaille également avec des capteurs infrarouges qui nous permettent de produire des cartes de variation de matière organique dans la parcelle. Et puis, on travaille évidemment avec du GPS, à la fois pour le géoréférencement de nos données, mais aussi pour la détermination des topographies de parcelles. Pourquoi dites-vous que nous sommes à la croisée des chemins? Alors, à la croisée des chemins, si vous voulez, la croisée des chemins, il y a plusieurs... on sent, si vous voulez, nous, en discutant avec les différents agriculteurs avec qui on travaille, qu'il y a deux choses qui sont en train d'interférer très fortement. Le premier point, c'est qu'on a l'impression qu'on a un écosystème qui est quasiment en place aujourd'hui. Alors, quand je dis un écosystème, on a aujourd'hui un machinisme qui permet à l'agriculteur de moduler un intraparcellaire. On a des outils informatiques qui se structurent et qui deviennent disponibles pour lui. Et puis tout à l'heure, certains de vos participants ont évoqué les solutions aériennes, drones, satellites, qui existent aujourd'hui en agriculture de précision. On sent aujourd'hui que c'est des outils qui sont là. Et beaucoup d'agriculteurs nous disent qu'il manque une dimension, qui est la dimension sol. Donc voilà, on sent une demande forte pour intégrer justement la connaissance du sol dans les différents outils disponibles. Et puis le deuxième point du contexte, je crois qu'il est économique et sociétal. Tout à l'heure, vous avez parlé des applications grande culture. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans un contexte qui est quand même complexe pour les producteurs d'un point de vue économique. Et certains considèrent, je pense à raison, que l'agriculture de précision et la modulation intraparcellaire peut contribuer à l'amélioration économique de leurs exploitations. Et puis on voit de manière criante depuis quelques semaines que la pression sociétale, elle se relâche pas, bien au contraire. Et on a aussi des demandes fortes de la part des agriculteurs avec qui on travaille, de pouvoir s'approprier pleinement ces outils qu'on leur propose pour communiquer sur le fait qu'ils sont capables d'apporter vraiment des doses adaptées à chacune des zones de leur parcelle. Alors vous étiez en Amérique du Nord récemment, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur la maturité d'approche donc de ces cartographies? Alors on a échangé avec des producteurs à la fois américains et canadiens. Si on veut pas se dire qu'on a un peu de retard, on va dire qu'ils ont beaucoup d'avance. Quand on discute avec eux de l'historique, ils nous disent que la connaissance du sol, elle a vraiment explosé il y a 10-15 ans, avec l'adoption des biotechnologies végétales, notamment sur des cultures comme le maïs ou le soja. Et ils nous ont dit la partie biotech, elle a eu 2 effets. Elle a eu le premier effet de neutraliser certains facteurs agronomiques qui étaient limitants. Et puis indirectement, elle a contribué très fortement à une hausse du prix des semences.
Et donc, ils nous ont dit, on a eu besoin de continuer à innover. Et donc, on s'est tourné vers les variabilités intraparcellaires avec une contrainte forte qui était de dire qu'il fallait qu'on optimise aussi le post-semence. Donc, ça a conduit, je dirais, à une adoption peut-être plus rapide qu'en Europe des outils de cartographie de sol pour pouvoir se lancer dans de la modulation en intraparcellaire. Et aujourd'hui, si on regarde les outils qu'ils ont à disposition, on a des agriculteurs américains qui travaillent, par exemple, avec des semoirs qui embarquent 2 trémies, qui leur permettent de moduler bien sûr une densité en intraparcellaire, mais aussi de moduler le choix de l'hybride en fonction des différentes zones des parcelles. Voilà, donc ça, c'est des applications très concrètes qui sont différentes de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France et en Europe. Et puis, on les entend aussi parler de plus en plus d'un discours qu'ils articulent autour du concept de métadonnées, dont l'idée générale est de prendre au-delà de la carte de sol d'autres facteurs d'explication, comme par exemple les facteurs météorologiques. Merci beaucoup Alexandre. Gilbert Grenier, qu'évoquent tous ces témoignages ? Ça m'évoque un petit peu ce que je dis depuis un moment. Effectivement, on a dans un contexte actuel de plus en plus de cartes de tout type. Alors effectivement, il faut faire attention à la façon de faire. Le début de l'agriculture de précision, ça a été, je dirais, une erreur et il ne faudrait pas la répéter. On a pensé que la carte de rendement allait permettre de gérer les doses d'engrais. Bon, faut faire attention à ce type de raccourci. N'empêche qu'actuellement, on est capable de cartographier tout un tas de paramètres agronomiques, donc climat, plantes, ce que font les machines. Et là-dessus, il faudra un petit peu revenir. Et puis le sol, c'est la logique. De plus en plus, on a des outils d'aide à la décision qui vont partir, je dirais, du travail du sol, du semis, et qui vont aller jusqu'à la récolte et qui vont permettre de cartographier tout ce qui se passe au niveau de la culture. Et l'idée, c'est derrière de pouvoir analyser à rebours qu'est-ce qui a pu faire que des variations de rendement apparaissent dans une culture. Et évidemment, si on n'a que le climat, la plante et les machines, il nous manque une composante fondamentale qui est le sol. Et donc, il va falloir être capable de cartographier, mais dans le sens de l'agriculteur, peut-être pas de façon scientifique, mais pour l'agriculteur, qu'est-ce qui se passe au niveau de son sol ? Alors, vous le savez, le gouvernement prépare la séparation de la vente et du conseil de produits phytosanitaires. Jean-Marc Vallée, vous vous dites, attention, ça va peut-être être un facteur positif pour la caractérisation des sols. Pourquoi ? Oui, absolument, oui. On va, là, tout le monde, je crois, attend un peu les agronomes, si je comprends bien, le conseil. Le fait que en fait, le conseil soit dissocié de la distribution va faire émerger des propositions, enfin des offres de conseil et qui vont aboutir à limiter lever un frein qui est lié à l'agriculture raisonnée telle qu'on l'a connue, qui est d'une dose raisonnée dans une parcelle qui est en fin de compte la bonne dose à peu près nulle part. C'est la bonne dose quand on a fini d'en mettre de trop et qu'on va en mettre pas assez. Donc avec cette même dose, même moins, 10% de moins, c'est ce qu'on constate au niveau de l'Europe. Eh bien en fait on va dans les zones où il y a moins de réserves utiles, moins de potentiel, espacer un peu plus la plantation, espacer un peu plus la densité de semis, et puis condenser dans les zones où il y a plus de potentiel, et obtenir donc avec moins de semences 10% de rendement en plus. C'est ce qu'on constate nous tous les jours. Gilbert, vous souhaitiez réagir ? Oui, parce que en fait, cette notion de conseil, pour moi, elle est évidente. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à quelque chose qui est de plus en plus complexe. On a dit le sol, c'est complexe, etc. Mais il faut voir d'où on part. En agriculture raisonnée, en gros, on a une valeur à l'hectare ou une valeur à la parcelle. Et à partir de là, on va calculer la quantité d'azote nécessaire. Là, on est sur des cartes, on est sur des milliers de données. Et donc, la complexité, elle devient énorme. Elle devient énorme et l'agriculteur, il a besoin d'être accompagné. Et c'est vrai que le sol, on a dit, c'est un milieu complexe. Et aussi, on parlait par exemple de texture. Moi, je voudrais juste aborder un aspect. Donc, caractériser le sol avec des méthodes géophysiques, on a ce qu'il faut maintenant. Je dirais, après, c'est un problème industriel. Par contre, on a des textures. Mais il y a aussi un truc très bête, c'est le tassement des sols. Tassement des sols, un sol, on va dire,
cultivée traditionnellement, c'est 50% de la surface qui est comment dire, tassée par des pneumatiques. Et donc on sait qu'on a des effets sur la porosité, on a des effets sur la rétention en eau, etc. D'où le développement dans certains pays de ce qu'on appelle le controlled traffic farming, c'est-à-dire éviter de tasser n'importe où et de réserver des zones pour le tassement pour améliorer les choses. Donc on a des choses sur la physique des sols à regarder, c'est extrêmement important. On a aussi des choses qui se font justement sur la limitation par les pneumatiques. On a un certain nombre de gens, je pense à Michelin, qui travaille beaucoup là-dessus. Donc il y a des choses à gagner là-dessus avant de parler éventuellement de fertilité. Le télégonflage, par exemple, pour la protection des sols, pour moi, c'est un impératif. Il faudrait passer par là. Qui souhaite poser une question? Il suffit juste de lever le bras, de réagir. Si vous n'êtes pas d'accord sur un point, allez-y au tout dernier rang, juste à votre droite, monsieur. Qui a le micro? L'autre micro? Ah voilà, on a retrouvé le micro. Bonjour, Pascal Guilbault, Chambre d'agriculture de la Gironde. Je voulais poser une question très très généraliste. Au niveau de l'introduction de la journée, là, Philippe Chéry a insisté assez lourdement sur la notion d'échelle. Cette notion d'échelle a été relativement peu reprise après par les différents intervenants. On est resté globalement à l'échelle de la parcelle. Donc ce que je voulais juste demander aux participants à la table ronde, c'est selon eux, quels vont être les principaux clients de ces nouvelles technologies, des technologies numériques? Est-ce que c'est vraiment les agriculteurs ou est-ce que c'est des groupements d'agriculteurs? On a parlé un peu des coopératives ou j'en sais rien, au niveau de la région ou autre quoi. Bonne question, Benoît Dreux. Donc, si on reprend, notre expérience, puisque Defisol est démarré dans l'heure par un groupe technique, c'était le GRCETA, c'était donc des agriculteurs qui se sont pris en main dans l'analyse de leurs données. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, cette typologie et ce profil d'agriculteurs qui sont capables de prendre en charge leurs propres conseils est somme toute réduite. Parce qu'effectivement, tout le monde l'a dit, et effectivement, le facteur clé de succès, c'est vraiment l'appropriation par l'agriculteur et son conseiller. Et c'est pour ça que là, depuis cette année, vous avez dû entendre parler là, d'une nouvelle société qui s'est créée, qui s'appelle biapi.coop, Biapi qui regroupe plus d'une trentaine de coopératives et qui a pour objectif d'accompagner les agriculteurs dans ces démarches d'agriculture de précision. Et là, on est bien dans une démarche pour moduler en intraparcellaire, puisque là, nous, sur les 80 000 hectares qu'on a cartographiés, on doit être à plus de 90% de gens qui modulent effectivement, que ce soit leur engrais de fond, que ce soit leur... Bon, essentiellement engrais de fond ou engrais, on va dire fertilisation, qui est le gros du marché aujourd'hui de l'agriculture de précision. Mais de plus en plus, on a de gens qui partent sur le semis, qui partent sur les fongicides, sur le soufre, sur les régulateurs, puisqu'ils ont compris l'intérêt à la fois économique et environnemental de la démarche. Donc, et après, la taille, puisque c'était la question initiale, du niveau intraparcellaire, je dirais c'est les agriculteurs eux-mêmes, dès qu'ils sont partis dans la démarche, qui veulent plus de précision. Typiquement, au départ, en fertilisation, on était sur la taille de modulation, c'était la taille de l'épandeur à engrais. Et effectivement, on avait la plupart de nos agriculteurs sont passés de 24 à 36 mètres, en disant bah ouais, mais maintenant on module à 36 mètres, c'est quand même pas, on fait des cartes beaucoup plus précises et on aimerait moduler. Ce qui a incité les constructeurs à faire de la modulation droite-gauche. Donc là, on revient à des pas de 10, 15, 20 mètres. Et on parlait, et là le machinisme fait d'énormes progrès, puisque là on a aussi maintenant en fertilisation de fond des gens qui vont fertiliser au déchômage et qui ont des trémies. Il n'y a pas qu'aux États-Unis ou en Amérique centrale, puisqu'on a quelques clients qui sont équipés, où chaque trémie est capable de moduler au rang. Donc là, c'est le degré de précision. Mais Benoît, je pense que la question, c'est qui va payer. En fait, c'est ça. La question, c'est est-ce que c'est la coopérative qui paie ou l'agriculteur? Biapi, c'est l'agriculteur quand même. C'est évidemment l'agriculteur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le retour sur investissement doit être pour l'agriculteur. C'est effectivement toutes ces démarches
au final, c'est quand même l'agriculteur qui le met en œuvre. Mais vous proposez un package, c'est ça, quelque part, pour faciliter le recours à une globalité. Voilà, c'est-à-dire que quand Defisol se limitait à des prestations de bureau d'études de type diagnostic, que ça soit conductivité, que ça soit diagnostic de fertilité, et auquel il fallait que l'agriculteur et son conseiller prennent tout le reste en charge, les coopératives BAPI ont des référents BAPI dans chaque coopérative qui est capable d'accompagner l'agriculteur du début de la démarche jusqu'à jusqu'à la clé USB ou la transmission Wi-Fi dans son tracteur. Gilbert, vous souhaitiez réagir? Et puis, il y a un autre aspect, je pense que c'est peut-être à ça que tu fais référence, c'est le côté matériel. Le matériel, on peut le mutualiser. On peut le mutualiser soit sous forme de CUMA, les entrepreneurs, ou alors on le loue. Il y a des systèmes type WeFarm, sans faire de pub. Mais ceci dit, il y a un autre aspect, quand on parle du conseil, moi, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que le conseil, il faut bien voir qu'il devient beaucoup plus les attentes des agriculteurs montent en puissance, ça c'est clair, et que le conseil, ils vont aller le chercher là où ils vont le trouver, ils vont chercher celui qui leur convient. Et ça ne sera pas forcément un conseil de proximité. Avec Internet, les distances sont abolies. Et ça, on le constate déjà pas mal. Juste à côté. Oui, puis l'agriculture a ça de fantastique, c'est que quand vous faites un conseil dans tel type de sol argileux, limoneux, tu vas obtenir tel rendement, à la fin, il y a une carte de rendement. Et à GeoCarta, par exemple, nous développons des outils qui permettent de vérifier zone par zone, pixel par pixel, qu'on atteint les rendements. Donc, et après, c'est un moyen justement de retourner sur des problèmes de tassement, j'ai entendu ça, de battance, etc. En fait, c'est pas que un premier conseil une fois pour toutes, c'est un accompagnement pour suivre la qualité des sols, la qualité de la prescription, la qualité du conseil. Une autre question, une remarque? Oui, madame, on va vous donner un micro. Bonjour, Céline Collin-Bélier, je suis pédologue cartographe et présidente de l'Association française pour l'étude du sol. Enfin, c'est à ce titre-là que je viens faire ma remarque. Vous avez posé la question à monsieur Christen si le sol revenait sur le devant de la scène. Alors, il se trouve que hier, l'association a organisé la Journée mondiale des sols à Poitiers, donc en région Nouvelle-Aquitaine. Officiellement, c'est aujourd'hui la Journée mondiale des sols, dans le monde. Et hier, ce qu'il est ressorti de cette journée, c'est que le sol revient sur le devant de la scène. Les sols agricoles, alors, on n'a parlé pas que des sols agricoles hier, mais les sols agricoles aussi reviennent dans la demande, et pas que par les agriculteurs. Ils viennent dans la demande, dans les questionnements que peuvent avoir les sociétés, la société en général. Donc je pense qu'il y a aussi cette pression-là qui fait que les agriculteurs vont aller vers plus d'informations et de questionnements et de prise en compte des sols. Voilà, c'était juste une remarque. Merci beaucoup. Une autre remarque, une autre question? Oui, avant-dernier rang, s'il vous plaît. Flore Delsart, Société Pionnière Semences. Je voulais savoir où en était en France la cartographie numérique des sols. Vous avez parlé de l'échelle 1/250 millième tout à l'heure. Donc ça fait 1 cm qui représente 250 mètres. Sous quelle deadline on pourra avoir d'autres échelles? Est-ce que ce sera possible de descendre en précision au 1/50 millième? Quels sont les projets en France aujourd'hui? Aux États-Unis, on a des cartographies qui sont très fines. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous donner un état des lieux de ce qui se fait en France? Donc je vais essayer de vous répondre avec l'accord des membres de la table ronde. Le problème de la carte des sols au 250 millième, alors excusez-moi, j'ai toujours ces problèmes de voix qui portent un petit peu trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, le programme au 250 millième est en phase d'être achevé, à peu près à l'horizon 2020. Il faut savoir que ce programme a été initié dans les années 90, donc il a mis à peu près 30 ans pour être réalisé. Et les personnes en charge de ce programme, les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, ont envisagé que pour avoir une couverture de sol à l'échelle du 50 millième, comme la carte géologique qu'on peut trouver du BRGM, ça mettrait à peu près 120 ans pour être fait. Donc 120 ans, c'était un peu trop. Donc ils se sont dit qu'il valait mieux avoir quelque chose à une échelle peut-être plus lâche, mais au moins qui couvre l'ensemble du territoire.
Donc cette cartographie au 250 millième, couplée à une base de données sol, je ne vais pas rentrer dans les détails, loin de là, mais vous pouvez aller sur les sites du GISTOL pour avoir tout un tas d'informations. Et cette base de données va être en grande partie opérationnelle dans la plupart des régions. Il reste que quelques coins qui ne sont pas faits. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour aller dans des précisions beaucoup plus marquées? Là, je dirais que c'est au petit bonheur la chance, c'est-à-dire c'est par rapport aux pédologues qui se chargent de faire des cartographies plus précises. Ça vient également des organismes de défense et de gestion, des syndicats, etc., qui commandent des cartes beaucoup plus précises, notamment dans des terroirs viticoles, puisque c'est là aussi le plus avancé dans notre région. Pourquoi ? Parce que il y a des demandes, il y a des enjeux. C'est ce que disait Maxime. Les viticulteurs ont pris quand même possession de cette donnée sol très tôt, même sans effectivement voir tous les tenants qu'il y avait derrière, tous les aboutissants. Mais disons que ces cartographies existent. Après, dans d'autres régions, les cartographies aux 25 000, il y a des cartographies à des échelles plus précises, elles restent, je dirais, assez limitées. Alors là, je conclurai mon intervention ou ma réponse en disant, là, c'est un peu aussi notre faute. On n'est pas beaucoup de pédologues. On essaye d'enseigner la pédologie beaucoup dans les écoles d'agriculture, dans des écoles d'ingénieurs, mais également à l'université aussi. Il y a des messages à faire passer, il y a des prises de conscience à faire passer. C'est notre intervention, c'est notre propos, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais on n'est pas assez, et puis il faudra aller un petit peu plus loin. Voilà. Alors je pense que Céline, tu as peut-être des choses à rajouter en tant que présidente de la FES, elle va rajouter des choses. Merci. Oui, allez-y. Même chose avec l'autorisation des gens de la table ronde. Je vais apporter quelques compléments à ce que vient de dire Philippe. Hier, évidemment, nous avons parlé aussi des programmes de formation, etc. Donc il y a des pédologues qui sont formés, pas assez. Il faut aussi des gens qui acceptent de les embaucher et de les payer. Quant au programme de cartographie, donc là Philippe vous a dit ce qu'il en était, il faut mettre des sous. Au final, faire une carte de sol, c'est pas très cher au regard de ce que ça donne, mais pour la payer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye la facture, donc les programmes sont en attente. Et c'est pas qu'un problème d'avoir assez de pédologues, parce que finalement, potentiellement, il y en a plein qui sortent des écoles, universités, écoles, BTS et compagnie. Il y en a pas mal, mais ils n'arrivent pas à trouver de boulot parce que personne ne veut les embaucher, donc ils se réorientent, ils font autre chose. Et quant à revenir à votre question, qui est la cartographie numérique, il existe je pensais que Philippe t'en parlerait, il existe un programme de cartographie numérique qui s'appelle Global Soil Map. Donc voilà, je vois que vous hochez la tête, vous le connaissez, qui se développe en France, comme partout au monde. Le porteur principal de ce projet-là, c'est en France, c'est Dominique Herwez. Et il fait ça en collaboration avec un certain nombre d'autres pédologues, cartographes ou soil mappers, digital soil mappers, comme on les appelle dans le monde, dont les États-Unis, l'Australie et compagnie. En fait, ces cartographies, il faut savoir qu'elles se basent sur un certain nombre de données externes au sol. Pour être le plus précise possible, elles vont se baser sur des données internes, intrinsèques au sol, donc c'est là où le pédologue intervient. C'est là où tout un chacun ici présent qui fait faire des cartes de sol, qui avait des données, vous pouvez intervenir parce que c'est géré. Philippe a parlé de données sol, qui est la base de données française sur les sols, qui est gérée par l'unité de service InfoSol de l'INRA. Qui gère ça, et le Global Soil Map est donc aussi géré par InfoSol, au sein d'InfoSol, et plus il y aura de données qui rentreront dans le Global Soil Map, et plus elle deviendra précise, et plus on pourra aussi faire de la cartographie numérique. Ça fonctionne comme ça aux États-Unis, sauf que la législation sur les sols n'est pas la même que ce qui se passe en France. Mais donc je sais que là, à vous entendre ce matin, j'étais pas là, je finis ma phrase, j'étais pas là pour, notamment parce que j'étais à un conseil d'administration de l'association. Donc je suis désolée, je n'ai pas tout écouté, mais ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est qu'il y a des cartes de sol qui existent au sein d'un certain nombre par exemple, de domaines viticoles, mais pas que. Mais je sais aussi pertinemment qu'elles ne sont pas dans les données, dans les bases de données, parce que les gens ne veulent pas les faire rentrer. Ils ont peur du coup de perdre de l'information, alors qu'on gagnerait tous et toutes à ce que cette information-là arrive là. Après, c'est des histoires de convention, et je sais qu'InfoSol va traiter ce côté-là juridique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rapidement, le sujet, c'est peut-être pas le 25 millième pour un agriculteur, puisque comme le dirait Philippe Chéry, le pixel, il fait 120 mètres, c'est-à-dire vous devez faire 120 mètres sur 120 mètres, c'est-à-dire un hectare, plus d'un hectare. En fait, là, je pense qu'on est quelques-uns à pouvoir vous proposer du pixel qui fait 6 mètres par 6 mètres. Enfin, là, chez ma voisine, on a fait du 2 mètres par 2 mètres.
Donc ce ne sera jamais fait, celle-ci, de façon générale. Il va falloir aller la faire chez l'agriculteur, c'est-à-dire là où on a besoin, pas dans les forêts, aller là où c'est utile. Gilbert Grenier. Oui, puis je voudrais essayer un petit peu de projeter dans le futur. Ce qui Oui, intéresse voilà. l'agriculteur, C'est le futur qu'il faut voir. Oui, ce qui intéresse l'agriculteur, c'est sa gestion au quotidien, la gestion de sa fertilisation notamment. Et donc on est sur une échelle qui, pour moi, est logiquement intraparcellaire. Elle est intraparcellaire essentiellement sur des choses dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi sont essentielles. Pour commencer, matière organique et pH. Ensuite, phosphore et potasse. Parce que là, on parle de sol, de formation des sols et tout. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en intraparcellaire, une des principales causes de variation, c'est l'historique des parcelles. On a fait des remembrements, on a mis ensemble des bouts de parcelles qui n'avaient rien à voir, avec des niveaux de pH, des niveaux de fertilité qui n'ont rien à voir non plus. Et donc on peut faire des cartes de sol sur des types de sol, ça ne va pas forcément nous donner une information toujours pertinente sur ces éléments-là. Tu es bien d'accord, quoi. Et donc si on regarde, pour moi l'avenir, c'est pas augmenter la précision des informations des analyses de sol, c'est déporter les analyses de sol du laboratoire sur le champ. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une analyse à 50 € à l'hectare, je globalise, pour moi, l'avenir, c'est de faire 50 analyses à 1 € à l'hectare. Et donc, pour les aspects physiques, en gros, allez, on a ce qu'il faut. Pour le pH et la matière organique, on a parlé de Veris tout à l'heure, il y a un certain nombre de sociétés qui font des machines qui sont capables de faire de la cartographie, alors avec un certain nombre de limitations en termes de coût, en termes de précision, mais disons qu'en gros, on peut descendre très, très bas en termes de mailles. On peut descendre à la dizaine ou à la vingtaine de mètres. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Ce qui est en train de venir donc, sur le chimique également, c'est des outils. Alors, il y a CEATEC qui travaille dessus en France, à Toulouse, sur un outil qui permet d'avoir un espèce de mini-laboratoire sur le terrain. Il y a un constructeur, enfin un fabricant autrichien, Pessel, qui fait aussi ce type de mini-labo qui permet d'avoir pH, électroconductivité, azote, phosphore, potasse sur le terrain, manganèse aussi, et calcium. Donc ça, sur le chimique, je pense qu'on dans les 5 ans, on va avoir des mini-laboratoires, des systèmes, je dirais, l'intérêt, c'est de le descendre sur le champ sans le laborantin, c'est-à-dire quelque chose qui soit utilisable par l'agriculteur, évidemment les données qui soient géoréférencées. Sur le biologique, là, c'est un peu plus, j'y vois un peu moins clair. On commence à avoir des systèmes à puce à ADN, en particulier des systèmes qui permettent de caractériser, par exemple, des champignons. Les champignons type pour la vigne, esca, etc. Et pour le sol, on commence à avoir des choses. Alors, la difficulté de tout ce qui est chimique et biologique par rapport au physique, c'est qu'en général, il faut prendre des échantillons, il faut les préparer, il faut faire une solution, et donc il y a certaines contraintes de temps de préparation, de respect d'un protocole, etc. Mais on sent qu'il y a des choses qui pointent là-dessus, et l'échelle, pour moi, elle est forcément intraparcellaire. Pour l'agriculteur. Pour d'autres aspects, c'est autre chose. Et est-ce qu'on aura demain sur les outils de travail du sol directement des capteurs? On en a déjà. Qui mesurent en profondeur? Ah, en profondeur, c'est autre chose. On en a un, par exemple, que tu as vu avec Agritechnica. C'est une caméra qui mesure l'état de qualité du lit de semence et qui envoie des ordres au tracteur pour ralentir ou accélérer, de façon à avoir un lit de semence qui est homogène, quelle que soit la texture du sol, argileux ou sableux, et de façon à avoir un lit de semence qui est homogène. C'est vrai que, logiquement, à quoi ça sert d'avoir une graine à haut potentiel si on la sème comme un cochon? Donc il faut quelque chose qui soit correct. Et de plus en plus, bien, on va avoir aussi des capteurs qui vont être associés à des passages de tracteurs, donc mesurer un certain nombre de choses comme ça, pH ou autre. Benoît Dreux. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, dans les capteurs, pour compléter, on a vu aussi apparaître là, récemment des capteurs sur le travail du sol qui nous permet simplement des capteurs tout basiques sur la pression qui, sur l'état de surface, vont nous donner des informations, notamment on parlait de croûte de battance, etc. Donc c'est des informations qui vont être intéressantes. Pour compléter un peu ce que disait Gilbert Grenier, sur la partie chimique, qui est quelque chose sur lequel nous on travaille depuis plusieurs années, où on a essayé de mettre en place là tout un process
jusqu'à présent basé sur l'analyse de terre. Parce qu'effectivement, on a mis en place un process sur lequel on fait plus d'une analyse hectare. Donc effectivement, on est très intéressé évidemment pour trouver des solutions qui nous éviteraient de passer par la phase labo et donc réduire les coûts. Par contre, aujourd'hui, et c'est ce que j'en ai retenu, c'était les infos que j'avais par ailleurs en termes de veille, tant qu'on aura un des éléments qui pour nous est essentiel, comme le phosphore, sur lequel on ne peut pas aujourd'hui avoir une fiabilité de mesure. Alors il faut espérer que ça arrive. On est les premiers intéressés. S'il y a une société qui nous donne des corrélations bonnes sur le phosphore, on sera les premiers intéressés. Nous, en termes de process, on est obligé de se déplacer, de faire... de là, donc pour le moment, ça ne remet pas en cause le process, parce que un déplacement, c'est le coût essentiel. Je vous invite à applaudir donc nos intervenants et intervenantes, et aussi Alexandre Veil qui est resté, je crois, au téléphone. Donc on vous remercie